Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, qu'il me soit permis tout d'abord de rendre hommage à son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour son engagement soutenu en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région. Et je voudrais remercier par l'occasion son envoyé spécial, l'ambassadeur Wang Xia, pour son briefing de ce jour. Je voudrais également remercier la directrice exécutive d'ONU Femmes, Madame Sima Sami Baous, pour avoir éclairé le Conseil sur le calvaire des femmes et des enfants congolais dans la partie sous occupation du Rwanda et l'AFC M23. Ma délégation n'aurait pas souhaité intervenir à ce stade, surtout après la prise de position de A3, à laquelle nous nous associons pleinement. Cependant, la déclaration que nous venons d'entendre ne me laisse guère le choix. Permettez-moi à titre national de faire ces quelques commentaires additionnels. Nous avons pris connaissance d'abord du rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, document S-2024-256 du 31 mars 2026. Il en résulte ce qui suit. Primo, la situation en République démocratique du Congo et dans la région a été marquée par de nombreux efforts diplomatiques au niveau international et régional notamment, avec le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu du 14 octobre, l'accord cadre de Doha du 15 novembre 2025, les accords de Washington du 4 décembre ainsi que le renforcement de la coordination des efforts de paix africains. Je voudrais insister sur le caractère complémentaire de tous ces processus dont le point de convergence reste la mise en œuvre intégrale des dispositions pertinentes des résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité, résolutions qui condamnent fermement l'offensive du M23 et les violences dans l'est de la République démocratique du Congo, qui appellent au cessez-le-feu immédiat et qui exige le retrait du M23 et demande au Rwanda, à la Rwandan Defense Force, de cesser son soutien au M23 et de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo, tout en réaffirmant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En dépit de toutes ces initiatives, on reste quand même préoccupé à la lumière des récents développements par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leurs supplétifs qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme des accords susmentionnés. Est-il encore besoin de rappeler que lors d'une interview à Jeune Afrique, au début de ce mois d'avril, et lors d'un dialogue national en février 2026, les autorités rwandaises ont assumé la présence de troupes rwandaises dans l'est de la RDC, qualifiant ces actions de mesures défensives indispensables. Ils ont nié le pillage des ressources naturelles de la RDC et refusé de céder aux menaces, à ce qu'ils appellent les menaces de sanctions internationales. C'est pour cette raison justement que toutes les initiatives de paix prises au niveau régional et international sont restées lettres mortes. Il en est ainsi notamment du plan de paix issu des processus de Luanda et de Nairobi, processus dont le Rwanda a délibérément bloqué l'exécution afin de gagner du temps et de réaliser son ambition démesurée de se constituer en RDC une zone d'influence qu'il transformerait en colonie d'exploitation et de peuplement et à partir de laquelle il contrôlerait les institutions congolaises.
Ces actions du Rwanda sont inacceptables et violent la paix régionale et les prescrits de l'accord cadre d'Addis Abeba auquel ce pays avait librement souscrit pourtant. Secundo, la poursuite des combats est un frein à toute cessation des hostilités. Le fossé entre les efforts diplomatiques et la réalité de la dynamique sécuritaire sur le terrain dont le secrétaire général parle dans son rapport